Nous sommes au Women for Future Méditerranée, s'il vous plaît. Et d'ici 17h, nous allons nous pencher sur l'ambition des femmes au cœur des métiers du futur. Pour en parler, à mes côtés, quelques pionnières tout de même, hein, des femmes qui sont engagées dans des filières ou dans des projets pour construire ce qu'on appelle le monde de demain. Elles le font déjà, figurez-vous. C'est votre cas, Stéphanie Bourla, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir avec nous. Vous avez monté votre société, le cabinet SBBD. Oui. Voilà, les initiales. Et c'est un cabinet de cybersécurité. On va en parler dans un instant. À nos côtés également, Ayumi Muraoki, bonjour. Présidente et fondatrice de Global, on dit comment, NGO Women in Tech, comme voilà. ONG, oui c'est mieux. En français, vous avez raison. On est ravis de vous avoir parce que les femmes dans la tech, c'est un véritable problème et vous avez peut-être des solutions à nous proposer. On va les regarder ensemble. Et puis nous attendons deux autres invités qui vont normalement apparaître dans notre écran, mais nous avons le plaisir d'avoir, et j'espère que vous allez être aussi passionnée que moi par l'histoire de Karima Kerkoub, la fondatrice d'Access Libre. Bonjour Karima. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je vais peut-être commencer par vous, parce que Access Libre, on se dit comme ça, est-ce que c'est un métier du futur? Oui, c'est un métier du futur, parce que vous avez décidé de développer une appli qui permet aux personnes en situation de handicap de trouver tout simplement des lieux où aller en vacances, des courts séjours ou des plus longs séjours. Il se trouve que ça n'existait pas. Comment vous est venue cette idée? Racontez-nous. Alors, cette idée, tout d'abord, je remercie à tout le monde d'être convié à cet événement. Alors, c'est Philippe aujourd'hui, parce que c'était Accès Libre, j'ai dû changer le nom. Philippe, se sentir libre de trouver un logement en toute sérénité. Alors, cette idée, elle m'est venue du fait que j'ai rencontré une grande difficulté à trouver un logement adapté pour mon oncle et ma tante qui voulaient venir en vacances à mon domicile. Et j'habite au premier étage sans ascenseur. Donc j'ai rencontré une très grande difficulté à trouver aussi rapidement et facilement un logement comme nous on le recherche quand on veut partir en vacances. Et c'est de là est née l'idée, parce que je me suis dit c'est super compliqué, alors que si on avait l'opportunité d'avoir cette chance-là, de l'avoir rapidement, le logement, ce serait super. Et cette idée, elle est partie et j'ai été sélectionnée par les déterminés pour faire cette formation entrepreneuriale qui a duré 6 mois. Alors, je vous cache pas que cette formation, j'avais pas prévu de la faire, mais grâce à l'intervention de Inde Ossine, qui est juste là, qui m'a contactée via les réseaux pour recruter des candidats pour la future promotion qu'il y avait l'année dernière. Et là, je me suis engagée dans cette formation sans savoir, en fait, dans l'objectif de me suis dit, je vais tenter, je fais cette formation et je vais développer cette application. Et en fait, depuis que j'ai fait cette formation, les déterminés, c'est là où s'est révélé tout mon potentiel, en fait, on va dire leadership, où j'ai lancé cette application et cette plateforme où ça m'a ouvert des portes et ça m'a ouvert des portes sur moi-même aussi. Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire, parce que vous ne saviez pas que vous étiez capable de mener une entreprise, de mener un projet, de le faire vivre, de le développer comme vous le faites aujourd'hui. Tout ça en étant maman de 5 enfants, c'est ça? Exactement, je suis célibataire. Voilà. Tout à fait. Oui. Alors en quoi c'est un métier du futur? En quoi vous avez le sentiment que c'est quelque chose qu'on peut peut-être dupliquer, qu'on peut faire vivre sur les territoires, qu'on peut essayer d'essaimer ailleurs? C'est ça aussi, être un métier du futur, c'est devancer justement les besoins des gens, les besoins de la société? Bien sûr, déjà ça répond à un besoin, ce que je crée, et puis en même temps ça donne de la force et l'envie à d'autres femmes qui sont soit célibataires,
soit des femmes ou des mères qui sont en couple ou pas en couple, de se dire si elle a réussi, ça va me donner envie de réussir aussi. Je vais me lancer parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que moi, il y a des organismes qui accompagnent les femmes dans l'entrepreneuriat, mais on n'est pas assez au courant. Et d'autant plus les femmes qui vivent dans les QPV, dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Il y a des pépites, mais qui savent pas qu'elles peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat. Comment être vraiment informées, comment vraiment se lancer, avoir le déclic. Parce que quand même, il faut pas oublier que je suis lauréate de la French Tech 2022 et aussi lauréate de France Active. Voilà. Donc, oui. Eh oui. Elle coche beaucoup de cases. Et en fait, ce combat, on va dire, parce qu'on est sur le terrain, on est des femmes où on est passé par des épreuves. Et ces épreuves-là, quand on devient leadership, eh ben, ça nous donne encore plus de force de réussir le projet qu'on a. Ça ne nous fait pas peur. Et bien au contraire, on sait que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Il y aura des hauts et des bas, mais on sait que ces hauts et ces bas, on va les combattre comme on a combattu certaines épreuves au passé. Voilà, c'est comme ça que je le conçois. Et vous avez raison. Et derrière chaque projet, derrière chaque entreprise, finalement, il y a une histoire, et il y a une histoire personnelle. C'est aussi votre cas, Stéphanie. Racontez-nous comment est-ce que vous avez, il y a 2 ans, c'est ça seulement, monté votre propre cabinet. Pourquoi cette appétence au métier de la cybersécurité? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Alors, pour commencer, d'abord, je voulais me présenter, mais surtout présenter Nassira, qui est là-bas, la présidente de l'association des femmes de la cyber. Donc là, j'ai une double casquette aujourd'hui. On va en parler voilà, dans un instant, vous inquiétez pas. Sur Nassira, mais pour le coup, j'ai une double casquette parce que je suis chef d'entreprise dans la région. Donc j'ai été conviée en tant que chef d'entreprise. Et parallèlement à ça, j'ai un projet, et je suis membre actif du CEF6. Donc j'ai un projet assez important avec Nassira, qu'on est en train de co-construire. Et donc, du coup, j'ai cette double casquette. Alors, le CEF6, c'est le cercle des femmes de la cybersécurité. Voilà. Qui est sur Paris, qui a aussi ses bureaux au campus Cyberdéfense, comme moi, d'ailleurs, comme mes propres bureaux, et aussi dans le sud de la France. Donc, pour revenir à moi maintenant, sur mon parcours, effectivement, c'est un parcours assez qui est porté justement par un vécu. Ce vécu qui me permet aujourd'hui d'affronter beaucoup de choses, avec difficulté également, parce que chef d'entreprise, c'est compliqué. Femme blonde dans la cyber, c'est encore plus compliqué. Alors, vous n'allez pas nous dire qu'il y a des stéréotypes? Pas du tout, pas du tout. Non, alors par contre, je reprends, parce que ça, c'est super important. C'est pas spécifiquement dans la cyber, hein. Au contraire, parce que je suis plutôt bien installée au campus Cyberdéfense. Donc, je pense que c'est dans tous les domaines qu'il faut revoir justement la place de la femme. C'est plus culturel et non pas ciblé en fonction des métiers. Bien que dans ce métier-là, il y a eu un recul puisque la femme occupait une place quand même beaucoup plus importante en informatique, dans le domaine informatique dans les années 80. Et en 90, elle a commencé à perdre sa position. Donc voilà, j'ai créé ma société après un parcours sur des missions de pilotage de projets dans des collectivités territoriales. Donc j'avais la chance de pouvoir mener différents projets et de les amener à terme jusqu'à transmettre justement le projet pour qu'il soit périn. Et ils étaient surtout basés sur la qualité en fait et sur l'humain. En fait, c'était mon choix. Quel que soit le domaine ou le projet que j'ai pu mener, j'ai souhaité le mener en recentrant l'humain au centre de tous les intérêts. Et on se dit pourtant la cybersécurité, tout ça c'est de la tech, c'est très compliqué. On voit pas forcément l'aspect humain. Oui. Or il est là et il est même central dans ces métiers. Il est central dans tous les projets parce que j'ai pu faire de la confidentialité, de la qualité. Je suis issu d'un cursus psycho. Donc du coup, quel que soit le projet, c'est l'être humain. On a beau avoir des outils hyper sécurisés, si l'être humain oublie de fermer la porte en partant le soir, en fait la problématique c'est l'être humain. Ça ne veut pas dire qu'il est responsable. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, il faut justement accompagner l'être humain dans le développement, l'utilisation
et de ces outils numériques. Et la cybersécurité, justement, c'est ce qu'essaie de faire Nassira au quotidien, et elle le fait vraiment bien, parce qu'elle porte des valeurs exceptionnelles. Donc je souhaite vraiment le dire aujourd'hui, parce que c'est important d'avoir des référents, qui nous guident chaque jour. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner la femme, quel que soit le domaine de la cyber, à une montée en compétences, à une croyance, à une formation, une sensibilisation dans le domaine, parce qu'aujourd'hui elle représente dans la cyber moins de 11%, je crois, dans l'informatique moins de 30%, je crois. Donc oui, sur les métiers de la tech de manière générale. Ayumi, vous me corrigerez, mais je crois qu'on est à 27% et 17% sur les métiers de codage, de développement. Hein, ouais, c'est ça, c'est ça. 30%, Ouais. tout à fait. Donc là, on est encore un cran en dessous si on est autour des 10% dans la cybersécurité. Mais je pense qu'il faut désinhiber l'image qu'on peut avoir de la cybersécurité, parce que justement, la cybersécurité, c'est vraiment un ensemble de paramètres juridiques, techniques, organisationnels, humains. Et sans la prise en considération de tous ces paramètres, d'un point de vue global et transversal, on ne fait pas de cybersécurité. Et donc, le message que je souhaite apporter par ma présence aujourd'hui, c'est de dire qu'à un moment donné, on peut être en mesure de mettre en place des process, des outils de cybersécurité par le biais d'autres volets que la tech. Il faut la tech, indispensablement. Ça fonctionne très bien en général. Mais justement, il faut mettre en place ces cubes. On va en parler de ces cubes dans un instant. Je voudrais donner la parole à Ayumi, qui est également avec nous. Et puis, on voit que Inde Emad est arrivée, vice-présidente déléguée au développement numérique et économique. On va la rejoindre en visio dans quelques instants. Ayumi, vous avez vous fondé un mouvement qui dépasse évidemment les frontières françaises. Aujourd'hui, c'est un mouvement mondial. J'ai les chiffres, 200 000 membres, c'est ça? Oui, tout à fait. 200 à peu près. 200 000 membres. 200 000, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter ce mouvement? Pourquoi vous vous êtes dit à un moment, il faut que j'arrive à fédérer toutes ces femmes comme ça pour qu'elles se donnent la main et qu'elles fassent avancer la tech? C'est un peu comme mes collègues ici. Je pense que ce sont des parcours de vie qui nous amènent à faire ça. C'est jamais on se lève un moment et on s'est dit, écoute, et pourquoi pas faire un mouvement de femmes? Enfin, c'est arrivé. Moi, je suis brésilienne. J'ai grandi en Afrique du Sud pendant l'apartheid et j'ai dû me battre dès très jeune âge pour pouvoir avoir les mêmes droits que les garçons. Je me souviens à l'époque, on a dû apprendre à cuisiner, à coudre et à balayer une pièce quand on était en Afrique du Sud. Et pareil pour le sport, on n'avait pas le droit de faire les mêmes sports que des garçons. Donc je me suis dit, quand j'ai vu, je me souviens, le frère d'une copine faire de l'aviron, je trouvais ça tellement magnifique. Moi, brésilienne, on n'a que le foot ou le volley ou le handball. Quand j'ai vu un bateau, je me suis dit, oh mon Dieu, je veux aller sur ce bateau. Et mes copines m'ont dit, ah, on peut pas. Et je dis, mais pourquoi pas? Je dis, parce que nous sommes des filles. Ah, je dis, non, ça suffit. Déjà, je dois coudre, balayer, même pas l'aspirateur, c'était vraiment avec un balai. Je dis, il faut au moins qu'on puisse aller sur le bateau. On est loin de la tech, là. Hein. Ah, on est très loin de la tech. Bon, bref. Donc, tout cet activisme pour les droits de la femme, c'est commencé à ce moment-là. Et puis après, il y a 15 ans, j'ai eu un changement de carrière où j'étais directrice marketing dans la région. Et puis j'étais pas du tout épanouie. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour changer de vie. Et là je me suis dit il faut que j'apprenne à coder. Et c'est vrai que la connaissance digitale vraiment m'a permis de changer de vie complètement. 10 ans, je me suis focalisée dans agrandir mon entreprise, agrandir ma famille. J'avais 2 enfants, j'avais 4 ensuite. Et après, après la 4e grossesse, c'était tellement difficile une grossesse, j'ai failli perdre les bébés, je devais être allongée pendant 6 mois, c'était horrible. Et quand finalement j'ai accouché, j'étais épuisée mentalement, physiquement. Je me suis dit, il faut que j'aille me ressourcer auprès de femmes parce qu'ils ont toujours donné beaucoup de force. Donc je me suis dit, bon, Web Summit, ça va être vraiment l'endroit parfait pour ça. Et quand je suis allée, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la technologie, puisque moi-même j'avais une société dans la tech et c'était difficile d'avoir des codeurs. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que le gender gap, cette division de plus de femmes ou des hommes, était en train de grandir depuis 40 ans. Et ça m'a choquée. Ça m'a mis une rage. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce que c'est bien beau de parler, mais quelles sont les actions sur le terrain?
Et en fait, il y avait des choses qui étaient des initiatives qui étaient plutôt très éphémères ou très isolées, ou sinon beaucoup de gens qui parlaient dans des conférences, mais il n'y avait pas une vraie action commune. Parce que s'il y a une chose qui est commune à tout le monde et à tous les pays, c'est qu'il n'y en a pas un pays qui a trouvé the gender equality dans le travail pour les femmes dans la technologie. Donc, si c'est un problème global, il faut qu'on puisse trouver des solutions globales. Et je trouve qu'on peut, la puissance et l'impact qu'on peut faire quand on travaille ensemble sur la même mission est tellement plus important. Donc voilà, il me semble qu'une longue histoire c'est comme ça que j'ai fondé Women in Tech il y a 5 ans et aujourd'hui, grâce à notre travail et puis surtout à la Fédération des femmes et des hommes formidables à travers le monde, ben voilà, nous sommes là. Il y a toujours des histoires ouais, derrière. Vous pouvez l'applaudir. Toujours des histoires, des parcours de vie qui nous mènent justement à agir. Agir, c'est aussi ce que vous faites, Indemad, au sein de votre délégation au développement numérique et économique et numérique. Je l'avais mis dans l'autre sens et j'avais fait exprès parce que finalement, ces métiers du numérique, ils vont nous donner les clés de l'économie. Les clés aux femmes notamment, c'est, j'imagine, ce que vous essayez de porter aujourd'hui. Tout à fait. Pardon. Bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord bien de vous dire que je regrette malheureusement de n'être parmi vous aujourd'hui parce que je sens à distance une énergie. Vous m'entendez bien ? On vous entend, on vous entend. Bon, super. Je sens une énergie malheureusement voilà à laquelle je ne peux pas participer, mais je suis ravie de vous rejoindre à distance. Donc effectivement, oui, aujourd'hui on œuvre au sein de la métropole et de la mairie avec une équipe déjà très paritaire pour pouvoir amener l'attractivité sur le territoire et le développement économique à travers des outils comme le numérique. Donc oui, c'est un outil, mais qui reste encore marqué par une présence dans les entreprises majoritairement d'hommes. Et donc, il y a nécessité en tant que collectivité d'agir aux côtés de la région pour pouvoir sensibiliser et amener davantage de femmes pour davantage de cohésion sociale dans notre société. Comment est-ce que vous faites justement au quotidien, dans les actions? Parce que vous disiez tout à l'heure, Ayumi, il y a beaucoup de paroles. Effectivement, il y a moins d'actes. Comment est-ce qu'on agit réellement pour être efficace et pour amener les femmes vers ces fameux métiers du futur? Souvent, on dit les femmes n'osent pas, les femmes n'ont pas confiance, elles se disent ça n'est peut-être pas une voie qui est faite pour moi. Est-ce que ce sont des choses que vous entendez et comment est-ce qu'on combat ces idées reçues? Alors, eh bien, permettez-moi de vous remercier d'organiser déjà des événements comme Women for Future pour sensibiliser, pour en parler, pour faire entendre les difficultés aujourd'hui, la crainte des entreprises, des industries en termes de talent davantage féminin, puisque on doit de plus en plus dans les entreprises favoriser la parité. Donc, en tant que collectivité, nous devons soutenir des actions, des événements tels que le fait si bien la tribune pour pouvoir valoriser la place de la femme dans notre société et au sein des sociétés qui font société justement. Alors, permettez-moi d'ajouter également que ce qu'on œuvre, enfin ce qu'on fait au quotidien, c'est justement rappeler aux entreprises leur nécessaire engagement pour pouvoir sensibiliser les femmes, mener des actions dans les collèges aux côtés de la région, puisque la formation est une compétence de la région, voilà, de sensibiliser, de soutenir des associations, des associations qui valorisent la place de la femme dans les entreprises, ou encore au sein des collèges directement en lien avec le département, pour pouvoir marquer la mémoire des collégiens sur des métiers, sur des ambitions, le fameux rôle modèle, mettre en évidence des partenaires qui ont un parcours qui peut être exceptionnel et qui peut inspirer nos collégiens, nos collégiennes. Donc en fait, c'est vraiment agir à différents niveaux, aux côtés des acteurs économiques, aux côtés des autres collectivités, pour pouvoir sensibiliser. Mais malheureusement, mon sentiment, c'est que ça n'est pas encore suffisant et qu'il faudrait intégrer dans l'éducation au plus jeune âge des métiers plus techniques,
autour du digital par exemple, pour pouvoir faire prendre conscience d'un apprentissage nécessaire et donner cette appétence à nos jeunes. Donc décloisonner, casser les modèles, on va dire les stéréotypes qui naissent dès le plus jeune âge, et peut-être mettre en évidence de manière plus régulière, plus récurrente, des femmes à la place des hommes dans ces métiers-là, pour que ce soit intégré dès le plus jeune âge dans tous les outils que sont les réseaux sociaux, les médias, la télé. Voilà, donc utiliser tous les leviers pour pouvoir faire prendre conscience à nos jeunes filles qu'aujourd'hui la représentation qu'elles ont de ces métiers-là ne correspond pas à la réalité. Associer cela au succès, à l'ambition, les faire rêver. En fait, je pense que aujourd'hui le levier le plus puissant, c'est le rêve. Et comme vous le disiez si bien, effectivement aujourd'hui les femmes qui sont dans ces milieux-là ont souvent des parcours de vie particuliers. Je suis également entrepreneur dans la tech, et c'est vrai que souvent ce n'est pas par hasard que l'on atterrit là-dedans. On a souvent une ambition, un rêve de faire quelque chose de différent, d'aller peut-être plus loin, d'aller là où d'autres ne vont pas, et donc c'est pas aujourd'hui suffisant pour pouvoir avoir cette représentativité dans ces secteurs, et pouvoir laisser une véritable place à la femme pour avoir une société plus unie, plus comme je disais, avec plus d'égalité, une meilleure cohésion sociale, parce que les femmes ont des choses à amener à travers leur activité professionnelle dans nos sociétés, et il ne faut pas qu'on loupe le coche. C'est de notre responsabilité d'activer tous les leviers pour pouvoir y arriver. Parce que les futurs métiers aujourd'hui ne sont pas encore créés, près de 85%, on se doit d'anticiper et d'agir de manière globale. Peut-être une idée à laquelle j'ai pensé, c'est de sacraliser une journée chez les collégiens pour pouvoir chaque année découvrir un métier de la tech, leur faire un petit panel de différents métiers pour les sensibiliser. Très bonne idée. Et effectivement, je vais rebondir sur cette question de l'éducation, parce que c'est central. Je voyais dans la salle des gens dire oui, elle a raison. C'est exactement ça. L'éducation, ça passe par là, parce que aujourd'hui, on ne peut plus changer les chiffres. En revanche, on peut les changer pour les générations qui arrivent. Et on est bien en train de parler des métiers du futur. Donc c'est là-dessus qu'il faut agir, Ayumi. C'est vraiment un relais au niveau de l'éducation pour arriver à passer le message, et à ce que les jeunes femmes qui veulent entrer dans ces métiers-là puissent se dire oui, c'est possible, et oui, c'est fait pour moi. Changer justement cette image, les stéréotypes, aller davantage dans des métiers. Alors on dit tout ce qui est STEM, mais est-ce qu'elles savent ce que c'est que les STEM déjà? Pas forcément, elles ne savent pas trop, mais les professeurs et les parents ne savent pas non plus. Donc c'est pas simplement éduquer les enfants, mais il faut éduquer les profs qui sont en train d'éduquer nos enfants. Certes, l'éducation c'est primordial, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à l'éducation qu'à l'école. Je pense qu'aujourd'hui, on a une espérance de vie qui grandit tous les ans, heureusement, mais en même temps, on peut tous changer de métier à n'importe quel moment de notre carrière. Ils disent qu'aujourd'hui, on a peut-être tous à peu près 7 différentes carrières dans notre vie. Oui, et donc, ce n'est jamais trop tard de changer, de pivoter pour aller dans la technologie. On ne peut pas dire, aujourd'hui, j'ai 20 ans ou 30 ans ou 40 ans ou même 50 ans et changer de métier. Je pense qu'on peut vraiment se faire certes, l'éducation à la base, mais on peut faire des trainings tout au long d'une vie et pivoter pour les métiers de la technologie. Parce que vous dites, j'ai retrouvé cette phrase, la ressource de la tech la plus inexploitée, ce sont les femmes. Exactement. C'est un constat. Donc aujourd'hui, il faut que ça change. Il faut que ça change. Non simplement, il faut qu'il y ait on appelle ça le pipeline. Donc voilà, il y a plus de monde, plus de femmes, plus de filles qui aillent vers ces métiers-là. Une fois, c'est déjà ça, c'est super. Mais après, il faut les retenir. Parce qu'il faut savoir que quand elles rentrent dans la technologie, il y a à peu près 51% des filles qui sortent parce qu'elles trouvent que l'environnement n'est pas accueillant, n'est pas fait pour elles. Donc, parce qu'il ne leur ressemble pas encore. Ne ressemble pas, et parce que voilà, exactement. Donc, il faut qu'on change les mentalités dans plusieurs niveaux. C'est pas, si c'était juste l'éducation, ça serait presque simple.
Il y a l'éducation, il y a les normes culturelles, il y a voilà les stéréotypes qui nous avons tous et toutes. Il y a aussi bien sûr comment l'environnement puisse accueillir ces femmes et le rendre vraiment un milieu diversifié et puis accueillant. Même chose pour vous, Stéphanie. L'éducation, c'est un levier important. Je crois que vous avez une autre ambition avec Nassira, qui est dans la salle et qui nous écoute. C'est de créer peut-être, on le dit, oui. un label. Oui, oui. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. C'est une annonce qu'on vous fait ici aujourd'hui, vous savez. C'est une annonce, c'est un secret. Un secret, bon, mais on est entre nous. Je trouvais que c'était vraiment le lieu pour en parler, parce que je suis native de la région. Vous êtes d'Agde. J'ai fait les Jeux méditerranéens, les Jeux sportifs. J'ai participé du coup aux premiers Jeux méditerranéens dans la région aussi. Donc ça me rappelle un petit peu. Et puis j'étais sur les bancs de cette université il n'y a pas longtemps. Donc pour le coup, ça me renvoie à plein d'événements de ma vie. Et effectivement, au niveau de la sensibilisation des jeunes acteurs du numérique, parce qu'en fait, on est tous acteurs. Aujourd'hui, le numérique, c'est l'outil de toutes nos vies, de tous nos projets, de tous nos métiers. Autant l'homme est au centre des intérêts, autant cet outil aujourd'hui est devenu l'outil unique pour toutes les personnes qui sont ici, que ce soit dans le commerce, dans le tourisme. Tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui était relié au numérique. Et justement, l'idée de l'association du CEFSI, c'est d'accompagner du plus jeune âge jusqu'aux universitaires, les enseignants et tout public à la sensibilisation des enjeux et des risques du numérique. Parce que les risques sont larges, puisque c'est un outil utilisé au quotidien, quel que soit le domaine qu'on peut aborder. Il a des risques en termes d'impact sur les individus, parce que forcément on parlait d'addiction tout à l'heure, d'impact sur je cherche mes mots. De toute manière, dans tous les domaines. La cybersécurité intervient sur tout. On s'en rend peut-être pas compte, mais il faut qu'il y ait. Il faut vraiment le dire. Et vous me disiez tout à l'heure, il y a un aspect psychologique qui est très important. Oui. Et qu'on ne voit pas. On se dit tout est très tech, mais non. Mais non, parce que je reviens toujours, je globalise et je parle de manière transversale, et quel que soit le projet, la tech est là. Et quel que soit le projet, si on ne considère pas l'être humain, on n'avance pas. Si on ne co-construit pas, comme vous disiez, en fait, on n'avance pas. Oui, vous pouvez l'applaudir parce que je sais qu'elle est très émue d'être là. Ah oui, complètement. L'idée de partir de l'être humain, c'est pas d'aujourd'hui, c'est parce que j'ai une quinzaine d'années d'expérience sur le terrain, avec des projets multiples qui partent du social, politique, sans faire de politique, et la tech. Depuis une quinzaine d'années sur la confidentialité, le secret et le pilotage de la qualité de service. Et justement, l'idée, c'est vraiment de replacer les problématiques de la tech en pensant que quel que soit le domaine, il faut la considérer. Il faut le considérer, autant qu'on considère l'être humain. C'est un outil de management. On va prendre un exemple. Vous me l'avez donné tout à l'heure, donc je me permets de le reprendre. Vous m'avez dit, si demain il y a un problème, on fait un vol de données, vous allez par exemple sur votre permis de conduire, on va vous voler, vous allez être obligé de le repasser. Oui, ça a un impact terrible si l'outil est pas cadré, si on remet pas de l'éthique, de la prise de conscience, de la formation, de l'accompagnement à l'utilisation de l'outil. L'outil est merveilleux, mais parfois il fait des choses formidables en termes de santé, c'est incroyable, mais parfois il a aussi un impact néfaste. Et c'est vraiment ça qu'il faut vraiment prendre en considération, parce que je prends souvent l'exemple d'une personne dans une ambulance, elle doit être amenée dans un hôpital, si entre-temps il a été hacké, si c'est trop long, elle peut décéder. Ou alors, vous preniez l'exemple du permis, où quel que soit l'outil, si c'est un outil automatisé qui traite des données d'individus, il peut y avoir un impact sur l'intégrité de l'individu, donc sur son avenir. Créer ce label permettrait effectivement de remettre ces questions d'éthique au centre de la tech et au centre de ces sujets qui sont aujourd'hui un petit peu partout, y compris en entreprise. C'est vraiment le risque majeur aujourd'hui.
Karima, vous avez le sentiment, quand on parle de métiers du futur, alors là on était dans des choses très tech, mais une appli c'est tech aussi, et là aussi il y a de l'humain, puisque vous aidez des gens qui ont une problématique à résoudre. Comment est-ce que vous allez développer ce que vous faites aujourd'hui, et comment vous allez essaimer auprès d'autres femmes qui sont autour de vous? Vous m'avez dit, en fait, je leur ai ouvert la voie, et aujourd'hui elles se rendent compte qu'elles peuvent faire. C'est aussi ça, finalement, donner les clés pour qu'il y ait des métiers, des nouveaux métiers qui apparaissent. Oui, tout à fait. Donc, alors, ça serait par exemple, le 8 mars, j'ai organisé le forum de l'entrepreneuriat au féminin. Je l'ai organisé au centre social CAF de la Mosson. C'est un quartier qui est à la Mosson-Payade, qui est à Montpellier, et dont je remercie toute l'équipe de m'avoir accordé cet événement. Et en fait, j'avais choisi cet événement-là, ce lieu-là en particulier, parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes et des mères aussi qui sont prestataires des allocations familiales pour les aider à élever leurs enfants, à s'en sortir, le temps d'avoir un travail, le temps de se lancer, même s'il faut dans l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, ces femmes, elles peuvent devenir entrepreneurs. Et donc, le fait de me voir lancer mon application et ma plateforme, ça va leur donner l'ouverture, la lumière elles peuvent elles aussi se structurer ce qu'elles ont déjà, qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent le structurer par un site ou par une application, parce qu'il y a des personnes qui ont des travaux, qui travaillent à la maison et qui ne savent pas qu'elles peuvent le mettre en place par une application, par une structure, et être accompagnées pour dire que voilà, vous pouvez être entrepreneur, et c'est ouvert à tout le monde. Donc la tech, c'est ouvert aussi à toutes ces femmes, qu'elles soient dans les QPV ou pas, parce qu'il y a des femmes qui vivent, comme je disais tout à l'heure, qui passent par des épreuves au moment d'une séparation, ou au moment où elles vivent quelque chose de pas facile, même si elles sont encore en couple, de leur donner cette ouverture, de dire moi aussi je peux créer mon emploi en créant mon application ou ma plateforme pour mettre ce que j'arrive à faire, en passant par la tech. Voilà. Alors justement, en passant par la tech, ça veut dire que la tech est un outil, est un vecteur pour faire passer des messages et pour faire passer d'autres choses. Ayumi, on est en train de parler des métiers du futur. Ce sont des métiers parfois qui existent déjà, qu'on va juste peut-être un peu prendre d'une autre manière ou sous un autre angle. On a aussi des métiers qui sont en train de se transformer, et puis des métiers qui n'existent pas encore. Ça veut dire qu'on a un champ des possibles énorme devant nous. Énorme, oui. Donc c'est très excitant parce que tout est à faire, et comme disait notre collègue tout à l'heure, il y a 85% de métiers de futur, donc d'ici 2030, qui n'existent pas encore. Donc à quoi ils vont ressembler, on ne sait pas. Mais il y en a beaucoup qui vont être liés certainement au Web 3. Donc les Web 3, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié à la blockchain, tout ce qui est NFT, le métaverse, et qui nous sommes en train de construire aujourd'hui. Donc c'est ça qui est tellement excitant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons la possibilité d'inclure les femmes dès sa création, pour pas qu'on soit laissé en arrière, comme on a pu faire avec cette transition digitale depuis les années 80, etc. Donc je fais un appel à toutes les femmes, si vous êtes intéressées au NFT, ou la plupart de nous ne savons pas ce que c'est, mais au contraire. Donc, c'est le moment nous faisons des workshops, nous avons des classes, des webinaires où on essaye d'apprendre les femmes comment oser aller dans la crypto-monnaie, comment juste savoir ce que c'est un crypto-wallet, ce que c'est un NFT, de se lancer dans l'art, avoir un portefeuille, aller dans le métaverse, etc. Je pense que c'est tout un autre monde parallèle qui est en train de se créer aujourd'hui, et qu'il a énormément de possibilités, alors qu'on adhère ou pas, mais c'est bien de savoir ce que c'est, quelles sont les possibilités, et puis bien sûr saisir l'opportunité. Exactement. Indemad, effectivement, ces métiers-là, que ce soit la blockchain, les cryptos, les NFT, le métaverse, il faut s'en saisir, il ne faut pas laisser passer le train. C'est maintenant qu'il faut que les femmes fassent des reconversions, parce que c'est possible, qu'elles osent la tech, justement.
Évidemment, tous les sujets d'actualité qui usent de la tech sont à prendre en main par les femmes, mais il me semble que les réseaux sociaux prennent la part pour faire justement lors de buzz, mettre en évidence l'utilisation de tout cela, et les jeunes femmes sont quand même très présentes sur les réseaux, donc ça doit être utilisé, Instagram, Snapchat, pour pouvoir démocratiser, faire connaître, amener vers des webinaires, des formations, toutes les entreprises, les collectivités qui cherchent à sensibiliser pour pouvoir répondre à un besoin à venir, doivent utiliser ces leviers et pousser pour que ces jeunes femmes s'intéressent davantage. Mais il me semble qu'aujourd'hui, tout ce qui buzz, entre guillemets, attire beaucoup, attire tous les jeunes, et les filles y compris. C'est plus en grandissant qu'on associe ces métiers à des métiers d'hommes, plus techniques, ou pas forcément compatibles avec une vie de femme. Il y a encore des clichés à casser, mais je pense que la prochaine génération nous réservera quelques surprises. En tout cas, j'espère, et que ce qui est valable aujourd'hui à travers tout ce qui se passe avec ces nouvelles technologies, parce que ça va très vite, permettront d'aller vite aussi sur la transformation et le changement du comportement ou des ambitions des jeunes filles à l'avenir. Si on vous avait demandé il y a quelques années, vous avez dit tout à l'heure, Ayumi, on va faire 6 ou 7 ou peut-être même 8 métiers différents, en tout cas les générations qui arrivent. Si on vous avait demandé à l'époque, quand vous étiez plus jeune, vous nous avez raconté tout à l'heure, quand vous aviez le balai à la main, que vous seriez dans la tech aujourd'hui, vous y auriez cru? On n'avait même pas d'ordinateur à l'époque, alors moi je n'y croyais pas du tout. Moi j'ai commencé dans l'art, ensuite j'allais dans l'hôtellerie, et puis après j'ai lancé ma propre société, je suis devenue entrepreneur dans la tech, et puis moi aujourd'hui dans cette ONG, et je viens de finir 2 formations dans les NFT. Donc c'est quelque chose qui, on va voir ce que nous apporte l'avenir, mais... Mais ça veut dire que c'est possible. Ah, absolument. C'est pour ça que j'ai dit l'éducation, certes, mais la formation il faut qu'on apprenne. En fait, l'éducation première, c'est qu'il faut qu'on continue à apprendre tout au long d'une carrière, tout au long d'une vie. Non simplement ça nous rend curieux, ça nous laisse jeunes, mais quand on trouve sa passion, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir vivre de sa passion, de continuer à apprendre tout au long. Et en plus, si on peut en faire sa vie, c'est merveilleux. Oui, retourner sur les bancs de l'école, comme vous l'avez fait il y a pas si longtemps. C'est la preuve que c'est possible. On continue à se former, on apprend tout au long d'une vie et on peut aller vers ces nouveaux métiers. Totalement, mais c'est aussi une case où il faut revenir en fait pour avoir une certaine crédibilité. Et ça, c'est vraiment important justement. Et ça renvoie au fait qu'on peut avoir différentes vies, différents projets, mais avec la passion, l'amour de ce qu'on fait, je crois qu'on peut tout faire. C'est aussi ce que vous nous montrez, Karima, avec votre expérience, avec ce que vous avez fait et ce mouvement qui entraîne davantage de femmes qui n'y croyaient pas non plus et qui sont aujourd'hui derrière vous. Il y en a déjà qui ont commencé à faire émerger des projets et qui vous en parlent, qui viennent vous dire « Karima, tu nous as ouvert la voie ». Exactement. Et pratiquement, je veux dire, j'ai souvent des messages comme ça qui viennent dans mon LinkedIn ou dans mon Facebook parce que je partage la même chose. Et en fait, quand je partage, je sais que derrière, il y a un message. Alors, il y a des personnes qui pensent que c'est, il faut me voir, mais pas du tout, parce que je sais que quand je partage, c'est pour partager à toutes ces femmes en disant, regardez, ce que je fais, vous pouvez le faire. Et je suis là à répondre, si vous avez besoin de quoi que ce soit en question, vous pouvez venir, ils viennent carrément, il y a des femmes que je connais pas, qui viennent en message et qui me posent des questions et je leur réponds. Et je leur dis où aller, quoi faire. Et j'ai même la jante masculine qui vient me féliciter et qui me dit, je veux faire aussi ce que vous faites. Je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc pour moi, c'est fort parce que je me dis, j'ai gagné, j'accroche des femmes, j'accroche des mères et je me dis, je suis contente parce que je me dis, j'ai réussi à faire passer ce message à travers mes posts. Et puis, même si on est seul, qu'on n'a personne avec nous et qu'on a des enfants, on peut y arriver aussi. Voilà, on peut être entrepreneur. Voilà.
je crois qu'on ne pouvait pas mieux finir qu'avec ce message que vous venez de délivrer. Merci à toutes les quatre d'avoir été avec nous pour parler des métiers du futur. Merci à toutes. Ah, Nassira voudrait poser une question, bien sûr. On va vous passer un micro, Nassira. Je suis vraiment navrée. C'est le train. Le train. Ah. Le retard du train, j'ai pas pu être parmi vous. Et en fait, je voulais revenir sur quelque chose de très important. Venez, regardez, venez, descendez, venez vous asseoir. N'ayez pas peur, on est entre nous, ça va bien se passer. Mettez-vous à côté de Stéphanie. On joue les prolongations. Oui. Moi, j'avais prévu plein de questions pour vous. Non, mais le train, depuis 7h du matin, dans les gares et les trains. Asseyez-vous, parce que sinon, vous n'êtes pas filmé, on ne vous voit pas, ce serait dommage. Alors, venez, asseyez-vous et partagez avec nous. Donc, je disais, je suis dans les trains et les gares depuis 7h du matin. Oui, je connais. Mais c'est pas grave, je suis là. En fait, je voulais répondre à votre question sur les métiers du futur, en fait, de la cybersécurité. Je vais compléter ce que Stéphanie a bien dit. Il faut savoir que la cybersécurité, en fait, c'est une filière qui est mal connue et surtout mal jugée. On pense aux hackers à suite à capuche. C'est pour ça que mon livre que j'ai édité il y a 2 ans, je ne porte pas de suite à capuche. Pourtant, je travaille dans la cybersécurité. Et donc, Nassira, vous m'avez raconté une anecdote qui m'a frappée. Vous m'avez dit, j'interviens comme ça pour parler de la cyber, et c'est vrai que y a des gens qui viennent. Et une fois, j'ai eu un papa. Ouais. Qui est arrivé et sa fille, elle était intéressée, elle allait s'adresser à moi. Ouais. Il lui a dit non, mais ça c'est pas pour toi, c'est la cybersécurité. Bah oui, il a dit ma chérie, c'est pas pour toi, c'est pour les garçons, c'est les métiers des hackers. Je lui ai dit excusez-moi, ça se voit que je suis pas un garçon, je crois. Mais je fais ce métier depuis des années, je suis passionnée, ça fait pratiquement 25 ans que j'exerce différents métiers, et là c'est passionnant, c'est intéressant, et c'est vrai qu'en situation de crise, pour avoir géré 5 crises cyber en 3 années, c'est des moments très très durs où on a besoin à la fois de la femme et de l'homme. Je ne veux pas encore parler encore une fois, stéréotype au féminin pour dire que le flair féminin est très très important pendant ces situations. Et à chaque fois que je disais à mes équipes, on regarde par là, ou on regarde par là, à chaque fois je n'étais pas très très loin pour trouver le hacker qui était chez nous, hein, parce qu'avoir dans une grande entreprise 1500 serveurs sur ransomware, perdre 5 millions d'euros par jour à une entreprise de 70 000 salariés par terre, il faut le vivre. C'est des moments, certes, je suis un peu schizophrène parce que j'aime bien ça, mais c'est des moments très très forts parce qu'on a besoin de la technique, c'est vrai. Connaître la technique, on a besoin de compétences en communication, on a besoin de compétences en gestion de crise, mais on a besoin aussi du flair féminin. À chaque fois, je ne vais pas rester là-dessus, pour vous dire que c'est une filière qui est très riche, on a besoin, les enjeux actuels, aussi bien la crise Covid avec le télétravail, où toutes les entreprises en 24 heures ont quand même sauvé leur business avec le télétravail, c'est pas sans risque cyber, parce qu'on a ouvert le système d'information. L'informatique ou le système d'information, c'est un château fort. Et c'est fini ce château fort, il est cassé, puisqu'on a ouvert pour le cloud, on a ouvert pour les fournisseurs, on a ouvert pour les clients, on a ouvert un peu partout, on a fait plein de trous. Et ces trous-là, malheureusement, il faut les fermer. Et donc, avec le télétravail, ça nous a sauvé le numérique, mais ça a apporté une série, je veux dire, un taux de crise cyber et d'attaque cyber incroyable. Ce que disait Stéphanie, on a eu le premier mort par la cyber, par une cyberattaque. Quand un hôpital en Allemagne était sur ransomware, on a été obligé de transférer les malades en cours de route. Il y a un malade qui est décédé, en fait. Donc, vous voyez, on est aujourd'hui face aussi à des enjeux de souveraineté, numérique, des enjeux de souveraineté tout court. Avec la guerre à côté de chez nous, on voit très très bien que la guerre, elle n'est pas uniquement sur le terrain. La guerre, elle est aussi dans le monde cyber. Donc, si j'ai envie de dire quelque chose,
C'est des métiers qui sont passionnants, c'est des métiers ouverts aussi bien pour les femmes que pour les hommes, c'est des métiers qui ne sont pas que techniques et la femme peut apporter aussi sa sensibilité. C'est des métiers, on est là pour protéger autrui, on n'est pas là pour hacker, on est là pour protéger l'entreprise, pour protéger la nation, pour protéger tout le monde. Donc moi, je publiais il y a 2 ans un livre, c'est un guide des métiers, les nouveaux métiers de la cyber. Il y a énormément de métiers. Les métiers pour protéger, les métiers pour surveiller, les métiers pour intervenir en cas d'attaque. Donc il y a énormément de métiers très intéressants. Malheureusement, aujourd'hui, il y a 3 millions de postes ouverts. On a du mal à recruter du monde. Donc la deuxième partie du livre, c'est les formations, à peu près 500 formations, des formations en cours, des formations en langue. Et dans l'association, on ne s'intéresse pas qu'aux jeunes étudiants, mais aussi aux femmes en reconversion. Oui. Plusieurs femmes me disent, j'ai 45 ans, est-ce que je peux faire la cyber? Ben oui, on peut, à tout âge. Et donc, il y a dans ce livre-là des portraits de 23 cyberwomen qui parlent d'elles, qui parlent de leur métier, de leur reconversion. Donc, mesdames, osez, allez-y. C'est pas que pour les hommes, c'est pour vous aussi. Et surtout, c'est des métiers passionnants. On s'éclate à faire ça. Bon, en tout cas, je vous encourage. Ça s'entend. Mais vous nous donnez envie de venir. Vous imaginez, vous nous donnez envie de changer de métier. Alors, et vous faites un travail formidable, notamment au ministère de l'Intérieur, hein, voilà, où vous êtes en train de construire des outils. Donc bravo, bravo à vous. Merci mesdames pour votre passion et pour l'avoir partagé aujourd'hui avec nous.